Après une vie marquée par les fastes de Versailles, les tumultes de la Révolution, les exils à travers l'Europe et le triomphe de son art, Élisabeth Vigée-Lebrun aborde les dernières années de son existence avec une grâce inchangée. Entourée d'amis fidèles et d'une nouvelle génération qui la respecte comme une grande dame du passé, elle continue d'animer ses salons, de peindre et de raconter ses souvenirs, témoignant ainsi d'un siècle dont elle fut l'un des plus brillants éclats. Mais plus que tout, elle reste fidèle à la mémoire de Marie-Antoinette, cette reine dont elle fut le peintre attitré et dont l'image hante encore son esprit. Tandis que la Restauration fait renaître le culte de la souveraine martyre, elle entend, à sa manière, contribuer à cette apothéose, offrant une ultime toile à la gloire de celle qu'elle n'a jamais cessé de pleurer. Dans cette ultime partie de sa vie, l'art n'est plus une quête de reconnaissance, mais une forme d'adieu. Ses pinceaux, fatigués mais toujours animés d'une passion indéfectible, tracent les dernières lignes d'un témoignage dont l'histoire retiendra l'émotion plus que la technique. Alors que ses portraits de la reine continuent d'émouvoir, elle comprend que son nom restera à jamais lié à celui de Marie-Antoinette et que par son œuvre, elle survivra au temps qui s'efface. Madame, votre retour à Paris après tant d'années d'exil fit grand bruit, et l'on raconte que votre demeure fut préservée avec une fidélité touchante. Quels furent vos sentiments en retrouvant votre maison et vos ateliers dans l'état où vous les aviez laissés? Ah, monsieur, il me semble encore revoir ce doux spectacle, lorsque, après tant d'années errantes loin de ma patrie, j'ai franchi le seuil de ma demeure. Quelle émotion me saisit en retrouvant chaque chose à sa place, comme si le temps s'était suspendu en mon absence. Mon mari, malgré les circonstances qui nous séparèrent, eut cette exquise attention de conserver mon atelier intact, comme un sanctuaire figé dans l'attente de mes pinceaux. Rien ne manquait, mes esquisses inachevées, mes palettes préparées, mes chevalets dressés, tout semblait attendre que ma main reprît son ouvrage interrompu. Mais quelle étrange impression que de retrouver un Paris qui n'était plus celui que j'avais quitté. La ville elle-même, si familière jadis, me semblait transfigurée par le tumulte des événements. La vie mondaine, certes, avait conservé ses fastes, mais les visages avaient changé. J'y reconnus avec un serrement de cœur des amis de naguère que les années et les épreuves avaient marqués d'une gravité nouvelle. Les élégantes que j'avais laissées parer des grâces de leur jeunesse me réapparurent sous des traits empreints du poids des révolutions. Et pourtant, la jeunesse d'alors s'était renouvelée, et avec elle, une ardeur, un éclat, une soif de plaisir qui semblait défier l'ombre des jours sombres écoulés. Votre retour dans cette société transformée fut-il difficile? Comment perçûtes-vous l'esprit du consulat après avoir connu les fastes de l'Ancien Régime et les cercles aristocratiques de l'Europe en exil? Il eût été vain de croire que tout me fut restitué tel qu'en mon départ. Le temps, ce sculpteur invisible, avait façonné un monde nouveau, où les repères d'autrefois s'étaient effacés. Mais je ne suis point femme à m'attarder aux regrets. En artiste, j'ai toujours aimé saisir la beauté là où elle se manifeste, fût-elle différente de celle d'hier. Certes, quelques-uns parmi les émigrés peinaient à reconnaître leur Paris, regrettant les usages d'antan, s'étonnant de ces figures nouvelles qui avaient pris place là où jadis trônaient leurs amis disparus. Pour ma part, je fus moins déconcertée que ravie par cette vitalité qui animait les salons. Dès mes premiers jours, je fus conviée aux brillantes soirées de Madame Regnault de Saint-Jean d'Angély, puis à des concerts chez Madame de Ségur. Là, je vis un monde où se mêlaient avec une aisance singulière des rescapés de la tourmente et des figures nouvelles, empreintes d'un éclat audacieux, moins empreintes de révérence que celles du passé, mais non point dénuées de grâce. Je fus frappée par la manière dont la jeunesse parisienne avait su s'affranchir du poids du passé pour inventer une élégance propre, où se mêlait quelque chose de plus vif, de plus libre que ce que nous avions connu. Les femmes étaient toujours belles, leur parure soignée, mais leur maintien portait cette empreinte d'indépendance que les bouleversements avaient introduite dans les mœurs. Avez-vous senti que votre art, votre renommée, trouvaient encore leur place dans ce nouvel ordre? Oh,
L'art n'appartient pas à un siècle, mais à l'âme humaine, et tant que la beauté inspire, il trouve des cœurs pour l'accueillir. J'avais craint, je l'avoue, que mon nom ne fût qu'un écho d'une époque révolue, mais à mon grand bonheur, j'ai trouvé dans ce Paris renouvelé des amateurs, des amis, des passionnés qui n'avaient point oublié mes toiles. Bien au contraire, certains, en me revoyant, parlèrent de mes portraits comme d'un témoignage précieux d'un monde disparu, et d'autres, plus jeunes, s'empressèrent de me solliciter pour fixer leur image avec cette touche que l'on me reconnaissait encore. L'on m'a dit que mes peintures étaient devenues la mémoire d'un siècle, que les visages que j'avais immortalisés sous la poudre et les dentelles témoignaient d'une splendeur que le tumulte des révolutions n'avait pu effacer. Quelle plus belle récompense pour une artiste que de savoir son œuvre encore vivante dans le cœur de ses contemporains. Vous semblez accueillir ce renouveau avec enthousiasme. N'avez-vous point souffert du vide laissé par ceux qui ne sont plus? Ah! Si mon cœur s'enchante de ce Paris renaissant, il n'est point insensible aux absences cruelles. Nombre d'amis chers manquent à ces réunions, et leur rire, jadis éclatant, ne résonne plus dans les salons. Madame de Polignac, si douce et si aimée, n'est plus. Tant d'autres ont péri ou se sont éteints, loin de cette ville qui fut leur gloire et leur tombeau. Mais que faire, sinon continuer, sinon peindre, sinon célébrer à travers mon art ceux que j'ai aimés et ceux qui viennent après eux? Le monde change, mais la beauté demeure, et tant que mon pinceau pourra la capter, je ne me sentirai jamais exilé dans mon propre siècle. Votre force d'âme et votre passion demeurent intactes, et votre retour marque bien plus qu'un simple événement mondain. Il est un symbole du lien indéfectible entre l'art et l'histoire. Vous me comblez. Que mes toiles puissent encore témoigner de ce que fut, de ce qui est, et peut-être de ce qui sera. Voilà tout mon désir. Votre retour à Paris vous a permis de retrouver des amitiés précieuses et de renouer avec cette sociabilité brillante qui avait marqué vos années de jeunesse. Quels furent les bonheurs que vous procura cette période? Si mon exil m'a privé des miens durant tant d'années, j'eus le bonheur, à mon retour, de retrouver encore des âmes chères, restées fidèles à l'affection et à la mémoire du passé. Madame de Bonneuil n'avait rien perdu de ses attraits. Madame de Verdun et la marquise de Grelier étaient toujours empreintes de cette bienveillance exquise qui les rendait si aimables. Quant aux Brognards, leur dévouement, leur constance dans l'amitié me touchèrent au-delà des mots. Retrouver également mes confrères d'autrefois, ces hommes que j'avais côtoyés aux heures où l'art brillait encore de tout son éclat sous l'Ancien Régime, fut pour moi une consolation ineffable. Hubert Robert, ce peintre si prodigue de lumière et d'harmonie, Greuze avec ses figures empreintes de sensibilité, et Ménageot, tous m'accueillirent avec cette chaleur qui atteste qu'au-delà des tumultes politiques, l'art demeure un lien indéfectible entre les âmes. Mais plus encore que ces figures du passé, je me plaisais à observer la jeune génération, à suivre avec curiosité et admiration ces talents naissants qui allaient porter la peinture vers d'autres horizons. Girodet, Gérard, Guérin, tous possédaient une flamme nouvelle, un éclat qui différait de notre manière, mais qui n'en était pas moins admirable. Et que dire de Gros? Cet enfant que j'avais connu et encouragé me revint sous les traits d'un homme accompli, d'un génie déjà reconnu, dont les compositions allaient marquer leur siècle. Je fus frappé de voir en lui ce mélange de candeur et d'audace, cette ardeur qui le distinguait de ses pairs. Il devint vite un ami proche, un esprit dont la compagnie m'était précieuse. Pourtant, il est dit que vous n'avez point cherché à renouer avec David, pourtant maître incontesté de cette nouvelle époque. Pourquoi cette réserve à son égard? L'art n'excuse pas tout. Et s'il est vrai que David fut un peintre admirable, ses actes durant la tourmente m'étaient insupportables. Je ne pouvais oublier les ombres qui entachaient son nom, les abominations qu'il avait soutenues, l'horreur de la terreur, l'effroi de ses jours sanglants, ces visages que je peignais autrefois et que la guillotine fauchait l'instant d'après, tout cela m'empêchait de lui tendre la main. Mon cœur, fidèle à mes princes et aux doux souvenirs de la reine, ne pouvait feindre l'oubli. Mais vous ne vous êtes pas pour autant enfermé dans la mélancolie du passé. Vous avez, à votre manière, redonné à Paris un peu de l'esprit de ces salons qui faisaient autrefois sa splendeur. Oui, j'avais besoin de recréer autour de moi ce monde d'élégance et de plaisir qui avait fait ma jeunesse. Je repris mes soupers d'artistes,
où se mêlaient les conversations les plus vives, où l'on parlait peinture, musique et littérature dans un tourbillon d'esprit et de raffinement. J'organisais des bals, dressais même un théâtre chez moi, où nous donnions la comédie comme au plus beau jour de Versailles. Ce fut aussi une manière de remercier ceux qui, en Russie et en Allemagne, m'avaient si bien accueilli durant mon exil. Ces étrangers, dont l'élégance et la générosité m'avaient charmé, méritaient de retrouver à Paris les plaisirs qu'ils m'avaient si gracieusement offerts chez eux. Ainsi, la princesse Dolgorouki, qui fut mon ange tutélaire à Saint-Pétersbourg, devint ma compagne de chaque jour. Elle s'intégra bien vite à la société parisienne, et je me souviens encore de sa rencontre avec Bonaparte. Lorsque je lui demandai ce qu'elle pensait de la cour du premier consul, elle me répondit avec une finesse que je n'oublierai jamais. « Ce n'est pas une cour, c'est une puissance. » Vous avez pourtant évité de trop vous approcher de cette puissance. Était-ce une décision délibérée? Il me fut impossible d'y adhérer pleinement. Certes, Madame Bonaparte, avec cette affabilité qui la caractérisait, me fit l'honneur de me visiter et me rappela les bals où nous nous étions croisés avant la Révolution. Son frère, Lucien, vint en mon atelier et me fit 1000 éloges sur ma Sibylle, ce tableau qui fascinait alors tout Paris. Mais mon cœur n'appartenait point à ce régime. Je ne pouvais oublier Marie-Antoinette, cette reine que j'avais tant aimée et qui m'avait honorée de sa confiance. L'ombre de sa tragédie hantait mon esprit. Et plus encore que les souvenirs, c'était la douleur de voir son monde anéanti, remplacé par une force qui n'avait rien de cette élégance raffinée que j'avais connue. L'empire en gestation m'apparaissait avec une splendeur brutale, où la grâce laissait place à l'autorité, où le faste se mêlait à la rigueur militaire. Ainsi, malgré mes succès retrouvés, une mélancolie persistante s'empara de moi. Je cherchais l'oubli dans la nature, dans les promenades à Meudon, auprès de mon ami Aimé de Coigny. Mais la tristesse ne me quittait pas. L'image des jours anciens me poursuivait, et l'ombre de la Révolution jetait sur mon bonheur retrouvé un voile que je ne pouvais dissiper. C'est alors que naquit votre désir de partir à Londres? J'eus le sentiment qu'il me fallait respirer un autre air, fuir ces souvenirs qui m'assaillaient à chaque rue de Paris, à chaque regard croisé, à chaque nom évoqué. Londres, cette grande capitale que je n'avais point encore connue, m'appelait avec la promesse d'une nouveauté, d'un renouveau. Et puis, il y avait l'art, toujours, qui me guidait. J'avais entendu parler de ces riches amateurs anglais, de ces portraits magnifiques qui ornèrent leur salon, de cette école de peinture qui, bien que différente de la nôtre, possédait un éclat singulier. Mon pinceau me suivrait, comme toujours, et ma gloire me précéderait. C'est ainsi que, le cœur partagé entre l'excitation du voyage et la tristesse du départ, je pris le chemin de la mer. De Paris à Londres, mon destin poursuivait son cours, toujours guidé par la passion de la peinture et le souvenir d'un monde disparu. Votre séjour à Londres, qui devait être éphémère, se prolongea bien au-delà de vos prévisions initiales. Qu'est-ce qui vous attira tant dans cette capitale anglaise? Londres fut pour moi une découverte des plus inattendues. Venu d'abord avec l'intention d'y séjourner 3 mois à peine, j'y trouvai un accueil si aimable, une société si animée et un environnement si propice à mon art, que je ne pus me résoudre à partir. Il me semblait, après tant d'années marquées par le tumulte et la nostalgie, que j'y avais enfin retrouvé un havre de stabilité et d'élégance. Londres, en ce début de siècle, était une ville de contraste, où les traditions les plus rigides côtoyaient un goût marqué pour l'excentricité et le renouveau. La haute société anglaise, parée de son faste tout britannique, me reçut avec les égards auxquels j'étais accoutumé. Mais ce furent surtout les compatriotes exilés qui rendirent mon séjour si doux. Parmi eux, je retrouvai des visages aimés, des âmes fidèles, au souvenir de nos jours heureux en France. Vous avez notamment retrouvé le comte de Vaudreuil. Quels furent vos échanges avec lui? Combien il me fut précieux de pouvoir enfin converser avec un esprit tel que celui de Monsieur de Vaudreuil. En vérité, il n'était plus ce jeune homme enjoué que j'avais connu jadis. La Révolution l'avait marqué, les années avaient alourdi sa démarche, mais son cœur restait inchangé. Il avait contracté une union qui le liait davantage encore à son devoir, et son dévouement envers son prince demeurait absolu. Nos entretiens étaient empreints de cette gravité mélancolique propre à ceux qui portent en eux
le deuil d'un monde perdu. Nous évoquions Versailles, les plaisirs insouciants d'autrefois, la splendeur des fêtes effacées, la voix de la reine résonnant dans ses salons où elle nous recevait avec tant de grâce. Mais ces souvenirs, bien que teintés d'amertume, étaient aussi un baume à l'âme. Ils nous rappelaient que nous avions vécu ces instants précieux, et qu'en nous subsistait encore l'éclat d'un temps révolu. Vous avez également eu l'honneur de revoir le comte d'Artois. Comment se déroula cette rencontre? Ce fut un moment des plus marquants. Je me trouvais chez Lady Parseval, dont la maison était un refuge pour nombre d'émigrés, lorsque je le revis. Le temps l'avait embelli, il avait pris de l'embonpoint, mais son maintien restait noble et digne, porteur de cette aura que confère l'héritage du sang royal. Quelques jours plus tard, il me fit l'honneur de venir visiter mon atelier. Hélas, le sort voulut que je sois absente lors de sa venue, et ce ne fut qu'au moment où il en sortait que je le croisai. Mais, dans sa courtoisie infinie, il daigna rebrousser chemin pour admirer avec moi le portrait du prince de Galles que j'avais exécuté. Il en parut fort satisfait, et je sus que cette œuvre était destinée à Mrs. Fitzherbert, cette femme qui avait su conquérir le cœur du prince malgré les conventions. Mais la peinture n'était pas seulement pour moi un exercice de mondanité, elle était aussi le réceptacle de douleurs plus profondes. Ainsi, lorsqu'il me commanda le portrait de Madame de Polastron, je ne pus m'empêcher d'être frappée par la fragilité de cette femme déjà consumée par la maladie. La pâleur de son teint, l'ombre qui voilait son regard, tout en elle annonçait le destin tragique qui l'attendait. En déposant sur la toile ses traits, j'avais le sentiment d'enfermer dans le cadre non seulement une image, mais une âme qui s'apprêtait à s'éteindre. Votre vie à Londres ne fut pas uniquement consacrée à la peinture. Vous y avez également entretenu une vie sociale brillante. Assurément, monsieur. Je ne saurais concevoir l'art sans la vie, et la vie sans cette sociabilité qui nourrit l'esprit et le cœur. J'ouvris mon appartement de Maddox Street aux artistes, aux musiciens, aux esprits éclairés qui animaient la scène londonienne. Mon vieil ami Viotti, dont l'archet savait enchanter les âmes, joua souvent sous mon toit, et j'eus aussi l'occasion d'entendre la Grassini, alors en pleine ascension vers la gloire. Il me plaisait de fréquenter les grandes dames de l'aristocratie anglaise, Lady Hertford, la duchesse de Devonshire, toutes ces figures élégantes qui perpétuaient un art de vivre raffiné. L'été, je parcourais les campagnes anglaises, visitant les châteaux illustres, m'émerveillant devant ces paysages d'une douce mélancolie. À Knowles, chez la duchesse de Dorset, je retrouvais le visage familier de sa fille, dont j'avais fait le portrait. À Stowe, chez la marquise de Buckingham, j'admirais ces demeures où l'histoire semblait encore murmurer à travers les pierres. Et puis, il y avait cette rencontre, bien singulière, avec Lady Hamilton. Ah, monsieur, quel étrange tableau que celui qu'elle m'offrit ce jour-là. Elle venait de perdre son époux, et, en entrant chez moi, elle déploya devant mes yeux un spectacle digne des grandes tragédies antiques. Drapée dans d'immenses voiles noirs, la douleur gravée sur son visage, elle paraissait vouloir incarner Andromaque elle-même, éplorée et sublime dans son chagrin. Mais quelle surprise lorsque j'appris que son défunt mari avait tiré un grand profit de la vente des portraits que j'avais réalisés à Naples, y compris celui que je lui avais gracieusement offert. Il y avait dans ce mélange de pathétique et d'opportunisme quelque chose de profondément anglais, et je ne pus qu'en sourire intérieurement. Enfin, vous avez partagé avec certains de vos amis exilés un goût pour le dessin et l'exploration des paysages anglais. En effet, je trouvais une grande sérénité dans ces excursions, où l'art se mariait à la nature. À Twickenham, auprès de la jeune comtesse de Vaudreuil, je capturais sur le papier les traits de ses deux fils, ces enfants dont l'innocence contrastait tant avec la dureté des temps. Le comte m'emmena même chez le duc d'Orléans, qui vivait alors dans une relative simplicité, voisinant avec les amis du comte d'Artois. Le duc de Montpensier, lui, me fit l'honneur de plusieurs promenades au cours desquelles nous dessinions ensemble les paysages boisés des alentours. Il y avait dans ces instants quelque chose de profondément apaisant. En laissant glisser mon crayon sur la feuille, je retrouvais une forme de quiétude, loin des tumultes de Paris et des fantômes du passé. Vous avez traversé les révolutions et les exils, connu les fastes et les tragédies, mais jamais vous n'avez cessé de peindre ni d'aimer l'art. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre destinée? Si ma vie fut un voyage, elle ne fut point un errance.
L'art m'a toujours guidée, portée, préservée des vicissitudes du siècle. J'ai peint des reines et des princesses, mais aussi des exilés, des âmes en peine, des souvenirs devenus cendres. J'ai appris que le talent ne connaît ni frontières ni régime, et que tant qu'il y aura un regard pour contempler la beauté, le peintre trouvera sa place. Et si la vie m'a prise à Versailles pour me conduire en Russie, en Italie, en Angleterre, que m'importe. Chaque portrait que j'ai tracé est une empreinte du temps, une mémoire sauvée de l'oubli. Peindre, monsieur, c'est vivre 2 fois. Après vos années londoniennes, c'est en Suisse que l'on vous retrouve, et notamment à Coppet, où régnait alors Madame de Staël. Qu'est-ce qui vous attira vers ce cercle si particulier? Je ne pouvais traverser la Suisse sans me rendre à Coppet, ce sanctuaire de l'intelligence où se réunissaient les esprits les plus éclairés de mon temps. Madame de Staël y tenait une cour d'un genre nouveau, où l'esprit remplaçait l'étiquette, où la pensée triomphait sur le faste. Mon voyage en Suisse fut une suite d'émerveillements. Lacs d'azur sertis entre des cimes enneigées, cascades tumultueuses ruisselant parmi les rochers, glaciers majestueux dont l'éclat semblait renvoyer aux hommes l'image de leur propre petitesse. Mais au-delà de ces splendeurs, c'est bien à Coppet que je trouvais une expérience plus intime, plus vibrante. J'y retrouvais des âmes exaltées, toutes portées par la ferveur du verbe et la passion des idées. En ce mois de septembre 1808, je fus en compagnie exquise. L'élégante Madame Récamier, dont la beauté ne semblait point s'altérer avec les années, le comte de Sabran, dont l'esprit était toujours prompt à charmer l'assemblée, et Benjamin Constant, dont les yeux brillaient d'une fièvre qui semblait ne jamais s'éteindre. Votre admiration pour Madame de Staël semble avoir trouvé une traduction artistique. Vous avez esquissé son portrait dans une posture qui rappelle son héroïne, Corinne. Quelle fut votre démarche en réalisant cette œuvre? Comment ne pas être frappé par l'intensité qui se dégageait d'elle? Son regard portait en lui une lumière singulière, celle d'une âme qui brûlait de pensées incessantes, d'une femme que ni l'exil ni les foudres impériales n'avaient su réduire au silence. J'avais lu Corinne avec ravissement, et en la voyant, il me sembla évident que son image devait épouser celle de son héroïne. Je pris donc mon pinceau et voulus la figurer telle qu'elle me paraissait en ces instants d'inspiration. Une lyre à la main, vêtue à l'antique, dans une pose qui incarnait tout ce que son esprit avait d'ardent et d'élevé. Pour nourrir cette flamme qui devait transparaître dans ses traits, je l'engageais à me réciter des vers tragiques. Oh, quelle ferveur dans sa voix! Corneille, Racine, Voltaire, chacun se succédait, et elle me lançait des répliques avec une ardeur qui me fascinait. « Récitez encore », lui disais-je après chaque tirade, en continuant de peindre. « Mais vous ne m'écoutez pas », s'étonnait-elle. « Allez toujours !» C'était une scène digne des temps antiques, où l'art et la poésie se répondaient dans une harmonie parfaite. Pourtant, certains diront que ce portrait manquait de naturel, que l'héroïsation excessive en altérait la vérité. Peut-être, mais pouvait-il en être autrement? Madame de Staël n'était pas une femme que l'on pouvait représenter dans la simplicité du quotidien. Elle était une force, une pensée en mouvement, une voix qui s'élevait au-dessus du siècle. Il m'eût semblé trahir son essence que de la peindre autrement qu'en inspirée, emportée par l'élan de ses idées. Elle reçut ce tableau l'année suivante et eut la générosité d'en faire l'éloge, bien qu'avec l'ironie douce qui lui était coutumière. Dans une lettre qu'elle me fit parvenir, elle m'écrivit « J'ai enfin reçu votre magnifique tableau, madame, et, sans penser à mon portrait, j'ai admiré votre ouvrage. Il y a là tout votre talent, et je voudrais bien que le mien pût être encouragé par votre exemple. Mais j'ai peur qu'il ne soit plus que dans les yeux que vous m'avez donnés. » Ce portrait marque-t-il un tournant dans votre carrière? Je le crois. Il fut sans doute l'un de mes derniers éclats. Mon art, qui avait chanté la jeunesse et la splendeur de tant de femmes illustres, devait s'éteindre avec elle. L'inspiration s'altère lorsque les temps changent et que l'on sent peser sur soi le poids des années. La génération nouvelle, avide d'un art plus sincère, plus dépouillé des ornements qui avaient fait la grâce d'une autre, se détachait peu à peu de mon style. J'avais trop aimé la lumière, trop cherché l'idéal, là où désormais l'on voulait du vrai, du grave, de l'intense. Et puis, ma santé m'ordonnait un repos que j'avais trop longtemps négligé.
Vous avez peint des reines, des exilés, des génies et des amis. Vous avez traversé les siècles et les révolutions sans jamais abandonner votre pinceau. Que retenez-vous de cette existence consacrée à l'art? Monsieur, l'art fut mon guide, mon refuge, mon langage lorsque les mots ne suffisaient plus. Il m'a porté de Versailles à Saint-Pétersbourg, de Rome à Londres, de Paris à Coppet, toujours dans cette quête de la beauté, non comme une parure, mais comme une vérité. J'ai vu disparaître ceux que j'aimais, j'ai vu s'effondrer un monde que je croyais immuable, mais mon pinceau a fixé sur la toile ce qui, autrement, se serait dissipé. L'éclat d'un regard, la grâce d'un sourire, la douceur d'une jeunesse révolue. Tout cela, par la peinture, échappe à l'oubli. Si ma main doit un jour se lasser, que mon œuvre, elle, demeure comme le témoignage d'une époque où l'élégance et l'âme vivaient encore en harmonie. Car peindre, monsieur, ce n'est pas seulement représenter, c'est retenir ce qui, sans nous, se perdrait dans le néant du temps. Madame, en 1810, vous avez choisi Louvciennes pour y établir votre résidence d'été. Était-ce pour vous un retour au lieu du bonheur passé ou une manière de fuir l'agitation parisienne? Monsieur, Louvciennes était bien plus qu'un simple refuge champêtre. Ce coteau si doux à l'œil et à l'âme me rappelait une époque où l'élégance et l'insouciance régnaient encore. Il suffisait de parcourir ces allées fleuries, d'admirer l'horizon où se découpèrent les ruines de Marly, pour entendre résonner les rires d'autrefois, ceux de Madame du Barry, cette femme charmante et généreuse avec qui j'avais partagé tant d'instants paisibles. Mais que restait-il de ces splendeurs? Le pavillon où nous nous promenions existait toujours, certes, mais les statues avaient été arrachées de leur socle, les bronzes brisés, les cheminées éventrées. Partout, le passage brutal de la Révolution avait laissé sa marque. Louvciennes n'était plus un palais de plaisir, mais un domaine endeuillé, une image du temps qui s'était effacée. Pourtant, malgré cette mélancolie, j'y retrouvais quelques âmes aimées, des amis fidèles, comme Madame Pourrat et sa fille, la comtesse Hocquart. Et puis, la nature elle-même exerçait sur moi un charme puissant. Après tant d'années de tourments, je trouvais dans ces paysages une forme de sérénité que ni les salons ni les réceptions ne pouvaient m'apporter. Je peignais, je rêvais. Je laissais mes souvenirs se mêler à la lumière du jour, finissant sur la Seine. Cependant, cette quiétude fut brutalement interrompue par les événements de 1814, lorsque les troupes alliées entrèrent en France. Jamais je n'oublierai cette nuit du 31 mars. J'étais chez moi, à Louveciennes, plongée dans ce demi-sommeil où l'esprit flotte entre le rêve et la réalité, lorsqu'un fracas terrible me fit sursauter. En un instant, ma maison fut envahie par des soldats prussiens. Ils pénétrèrent jusque dans ma chambre, fouillèrent mes affaires, emportèrent tout ce qui pouvait avoir quelque valeur. Je crus mon heure venue, et, dans mon effroi, je ne pus m'empêcher de maudire encore une fois Bonaparte et la tourmente qu'il avait attirée sur la France. Les jours suivants, la fusillade résonnait non loin, et nous vivions dans l'angoisse des pillages. Nous nous étions réunis, mes voisines et moi, dans une maison dominant la machine de Marly, et chaque bruit du canon nous rappelait que la guerre s'achevait dans la douleur. Pourtant, quelle étrange ironie que ces heures d'angoisse vécues sous un ciel radieux, dans les jardins mêmes où jadis régnait la douceur de vivre. Près du temple de l'amour de Madame du Barry, nous écoutions ces tristes récits de destruction, dans un contraste si frappant qu'il me semblait être enfermé dans l'une de ces tragédies antiques où la grandeur et la ruine se mêlent inexorablement. Et pourtant, vous avez connu ensuite l'un des plus grands bonheurs de votre vie, le retour des Bourbons sur le trône. Ce fut une ivresse comme je n'en avais jamais connue. Dès que les bonnes nouvelles parvinrent à Paris, je m'y rendis en toute hâte. Lorsque je vis enfin le comte d'Artois entrer dans la ville, acclamé par la foule, mon cœur déborda d'émotion. Je pleurais, mais cette fois, ce n'étaient point des larmes de douleur, mais de joie pure. Et puis vint l'entrée triomphale de Sa Majesté Louis XVIII. Sur le quai des Orfèvres, je l'aperçus, assis dans sa calèche à côté de Madame la Duchesse d'Angoulême. Cette dernière, que la vie avait si durement éprouvée, arborait un sourire doux, mais voilé d'une tristesse poignante. Car elle suivait, en ce jour de liesse,
le même chemin que sa mère, la reine martyre, lorsqu'elle fut conduite à l'échafaud. Elle savait. Et moi, en la voyant ainsi, je ne pus retenir un frisson. Quelques jours plus tard, j'eus l'honneur d'être aux Tuileries. Dans la galerie, je me mêlai aux curieux qui attendèrent le passage du roi. Lorsqu'il m'aperçut, il s'approcha, me prit les mains et me salua avec cette bienveillance dont il avait le secret. Que dire de ce moment, sinon qu'il marquait pour moi l'aboutissement de tant d'années d'espérance. Avec la Restauration, vous retrouvez votre place dans la société, comme si l'Ancien Régime reprenait ses droits. J'eus l'illusion, pour un temps, de revivre les jours heureux d'autrefois. Les visages que j'avais tant peints retrouvèrent leur éclat dans les salons et à la cour. Les princes souriaient à nouveau, et moi, on me rappelait au château pour un dernier portrait, celui de la duchesse de Berry. Mon salon se reconstituait peu à peu, et l'on y voyait se croiser les derniers vestiges d'un monde disparu et la génération nouvelle. La princesse Nathalie Kourakine, mon amie si chère, nota dans son journal l'une de ces soirées où l'élégance et l'esprit se mêlaient encore à la musique et à la conversation. J'y retrouvais des figures du passé, le vieux comte de Vaudreuil, toujours aimable malgré l'âge et la surdité, Monsieur de Sabran, Madame Télusson, et tant d'autres qui me rappelaient que nous étions les survivants d'un temps révolu. Mais il y avait aussi de nouveaux visages, des esprits curieux et brillants, Aimé Martin, Briffaut, Robert Lefebvre, qui m'invitaient à visiter son atelier. Cette jeunesse ne ressemblait plus tout à fait à celle que j'avais connue. Elle portait en elle d'autres aspirations, une quête d'un art plus sincère, plus dépouillé de l'idéalisation qui avait été le nôtre. Avec le recul, madame, sentez-vous que votre époque s'éloigne irrémédiablement? Que le temps est cruel aux artistes. Mon pinceau a connu la splendeur. Il a fixé sur la toile les plus beaux visages de mon siècle. Il a immortalisé un monde qui, désormais, appartient à l'histoire. Mais les modes passent, les goûts changent. Et ce qui fut adoré hier devient aujourd'hui un souvenir. Je n'ai ni regret ni amertume, car j'ai vécu pleinement, passionnément. J'ai vu la gloire et la chute, la beauté et la ruine. J'ai peint des reines, des exilés, des héros et des âmes aimées. Que pourrais-je demander de plus? Si mes tableaux demeurent, alors j'aurai accompli ma mission. Car l'art, monsieur, est le seul véritable témoin du temps, celui qui survit aux révolutions, aux empires, aux changements d'air. Et tant qu'un regard se posera sur mes toiles et y retrouvera un éclat d'antan, alors je n'aurai pas tout à fait disparu. Malgré le poids des ans, il semble que vous ayez su garder intact cet amour de la vie et cette sociabilité qui faisaient de vous une hôtesse si recherchée. Il me serait bien impossible de vivre sans la chaleur des amis, sans la douce musique des conversations, sans ces instants de partage qui donnent au jour leur lumière. L'âge, certes, apporte avec lui ses ombres, mais il ne saurait éteindre ce feu intérieur qui m'anime depuis toujours. Ainsi, mes soupers et mes dîners réunissent encore ceux dont l'esprit égaye et enchante. Lorsque Désaugiers vient chanter à ma table, chacun reprend avec entrain les refrains de ses couplets. Et l'on se plaît à dire que ces soirées rappellent les joyeux dîners parisiens d'autrefois. Ce n'est point flatterie que d'affirmer que ces instants me sont précieux, non pour la nostalgie qu'ils évoquent, mais parce qu'ils prouvent que la gaieté et l'élégance n'ont point entièrement disparu. Briffaut, ce charmant fabuliste, est devenu un compagnon fidèle. Son esprit vif, ses récits enjoués me ravissent. Il sait donner aux choses du quotidien une saveur exquise, et je trouve en lui un écho de cette grâce littéraire qui faisait autrefois les délices de nos salons. C'est pour lui que je réalise, en 1818, mon dernier portrait au pastel. Je me représente avec ce turban blanc, cette robe jaune que j'affectionne, les yeux encore vifs, témoins d'une âme qui refuse de se laisser emporter par le temps. On dit que vous n'avez jamais cessé de vous intéresser aux arts, notamment au théâtre, et que vous meniez toujours une vie des plus animées. Comment pourrais-je me détacher de ce qui fut l'essence même de mon existence? Le théâtre, la peinture, la musique, tout cela m'émerveille encore. Je fréquente les spectacles, je vais au musée, je visite les ateliers, je discute avec les jeunes artistes qui, souvent, viennent me consulter et me parler de leurs œuvres. J'ai toujours eu une grande curiosité pour le talent, sous toutes ses formes. Il est une lumière qui ne s'éteint pas et qui, même en mon grand âge, continue de me réchauffer.
La princesse Kourakine, cette amie si chère, a dit de moi que je suis une femme aimable dans toute l'étendue du terme, mais surtout en ce que je cherche toujours à mettre les autres en avant, à célébrer leur talent sans me préoccuper du mien. Si cela est vrai, monsieur, alors c'est le plus beau compliment que l'on puisse me faire. Votre vie fut ponctuée de joie et de succès, mais aussi de pertes cruelles. En 1819, vous perdez votre fille, puis votre frère l'année suivante. Ces deuils ont-ils altéré votre sérénité? Ah, monsieur, il n'est point de vie qui ne soit marquée par la douleur, et celle d'une mère est sans doute la plus cruelle. Perdre ma fille, c'est une blessure que le temps n'a jamais refermée. Je l'ai tant aimée, tant espérée pour elle. Puis ce fut mon frère, ce compagnon de mes jeunes années, cette âme si proche de la mienne. Mais la Providence, dans sa bonté, ne m'a pas laissée seule. Mes deux nièces, Madame de Rivière et Madame Tripier-le-Franc, sont devenues ma famille, veillant sur moi avec une tendresse qui m'a réchauffé le cœur. Je retrouvais auprès d'elles les doux sentiments d'une mère, et bien que je ne susse pas alors la rivalité sourde qui les opposait, je savourais la joie de les voir réunies autour de moi. Vous avez même continué à peindre, malgré le poids des années. Peindre fut toujours pour moi une passion qui n'aura de fin qu'avec ma vie. Même lorsque mes mains tremblaient un peu, même lorsque ma vue faiblissait, je ne pouvais abandonner mes pinceaux. Je réalisais un tableau pour l'église de Louvciennes, une sainte Geneviève dont la douceur et la piété correspondaient à ce que je voulais encore exprimer. Mais peindre n'était plus qu'une distraction, comme raconter mes souvenirs, et c'est à cela que je me consacrais dans mes dernières années. Justement, vos mémoires ont connu un succès remarquable. Qu'est-ce qui vous a poussé à les écrire? Mes amis, monsieur, ce sont eux qui, les premiers, m'ont prié de laisser une trace de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vécu. Je commençais par de simples lettres à la princesse Kourakine, puis l'on prit des notes lors de nos conversations, et enfin, quelques hommes de lettres mirent en forme mes souvenirs. Ce fut un plaisir inattendu que de revoir ces instants passés, de les faire revivre par les mots. J'y parlais des figures illustres que j'avais connues, des fastes de Versailles, des souffrances de l'exil, de l'éclat des cours étrangères. Le public, qui m'avait un peu oublié, m'en sut gré et se plut à retrouver dans ces pages un monde qui n'était plus. Ce fut mon dernier succès, et j'en fus touchée, car il me semblait que, d'une certaine manière, je pouvais encore donner quelque chose, encore illuminer quelques esprits, même à l'automne de ma vie. Vous avez traversé les révolutions, les exils, les triomphes et les chutes, mais toujours avec une grâce inébranlable. Lorsque vous songez à votre vie, quel en est le sentiment dominant? La gratitude, monsieur. Une immense gratitude. J'ai vécu au milieu des plus grands, j'ai peint des reines et des princesses, mais aussi des âmes modestes qui m'étaient chères. J'ai parcouru l'Europe, connu la Russie et l'Italie, admiré les splendeurs de l'Angleterre et les montagnes de Suisse. J'ai aimé, été aimé, partagé des instants de joie inoubliables. Certes, j'ai vu s'effondrer un monde, j'ai pleuré des amis perdus, j'ai ressenti la morsure du temps sur mon art, mais jamais je n'ai cessé de croire à la beauté, à l'émotion, à la puissance de l'art pour défier l'oubli. Lorsque viendra mon dernier jour, je sais que je reposerai à Louvciennes, ce lieu où tant de souvenirs me rattachent encore à la douceur d'antan. Sur ma tombe, une palette et des pinceaux seront sculptés, et cela me suffira. Car tant qu'un regard se posera sur mes tableaux, tant qu'un cœur sera ému devant un visage que j'ai fixé sur la toile, alors, monsieur, je n'aurai jamais totalement disparu. Jusqu'à la fin de votre vie, vous avez gardé un attachement indéfectible à la mémoire de Marie-Antoinette. Que représentait-elle pour vous, au-delà de la reine et du modèle que vous avez tant peint? Comment pourrais-je détacher mon cœur de cette femme dont le destin a marqué le mien à jamais? Marie-Antoinette ne fut pas seulement une souveraine dont j'ai immortalisé les traits, elle fut un être d'une douceur exquise, d'une bienveillance sincère, dont l'infortune ne fit que rehausser la grandeur. Lorsque je la peignais, dans l'éclat de sa jeunesse et de sa grâce, qui aurait pu imaginer que ses portraits deviendraient les reliques d'un monde disparu? Elle était alors cette princesse frivole et charmante, légère comme un souffle, insouciante comme on peut l'être à 20 ans lorsque l'on est né pour le trône. Mais le temps forge les âmes. Et la Révolution, cette impitoyable tourmente, révéla en elle une majesté nouvelle, une noblesse tragique
que je n'aurais su deviner dans nos jours heureux à Versailles. Aujourd'hui, aux yeux de tous, elle est devenue la reine martyre, et je ne puis que m'incliner devant cette image qui s'impose. Car c'est ainsi que je veux la retenir, ainsi que je veux la célébrer. Aussi, lorsque je songeais à un dernier hommage, il me fallut traduire sur la toile ce qu'elle était devenue dans nos cœurs. Votre ultime œuvre d'histoire, l'apothéose de la reine, semble être le témoignage de cette ferveur que vous lui avez toujours vouée. C'était là mon dernier hommage, un adieu pictural à celle que j'avais tant aimée. Je voulais la représenter, non plus dans la douleur, non plus dans l'angoisse de ces derniers jours, mais triomphante, s'élevant vers le ciel dans la lumière de l'éternité. Je la peignis vêtue de blanc, une robe flottante comme celle des bienheureux, portée vers les hauteurs par des anges. Parmi eux, j'esquissais ces deux enfants disparus, ces âmes tendres qui avaient précédé leur mère dans la mort. Plus haut, au milieu des nuages, le roi Louis XVI, figé dans une semi-divinité étrange, l'attendait, son visage encadré de petites ailes. Lorsque cette toile fut achevée, je l'envoyai à Madame de Chateaubriand pour qu'elle orne la maison charitable qu'elle fondait en faveur des prêtres infirmes. Hélas, même parmi ceux qui vénéraient la reine défunte, cette vision d'une apothéose mystique sembla trop grandiloquente et l'on hésita à l'exposer dans la chapelle. Elle resta donc dans le vestibule, un peu mise à l'écart, comme un témoignage d'une dévotion ardente, mais peut-être trop appuyée. N'éprouviez-vous pas quelque amertume en voyant ainsi votre hommage relégué? Point du tout, monsieur. Car au fond, ce ne sont pas ces compositions allégoriques qui parlent véritablement du passé, mais bien les portraits que j'ai peints d'elle, du temps où elle vivait encore, du temps où elle souriait. Sous l'Empire, j'eus l'occasion de revoir le grand tableau que j'avais peint d'elle avec ses enfants. Ce chef-d'œuvre, qui aurait dû être l'image triomphante d'une maternité royale heureuse, était relégué dans une salle basse du château de Versailles, posé contre un mur sans cadre, comme un vestige gênant d'un autre temps. On avait interdit de le montrer. Mais le gardien, ce brave homme, me confia que bien des visiteurs venaient en secret le contempler et qu'il en tirait d'ailleurs un certain profit. Ainsi, même cachée, même interdite, l'image de la reine continuait de toucher les âmes. C'est cela qui importait. Car l'art, monsieur, possède cette vertu étrange de survivre au régime, aux censeurs, au bouleversement du temps. Votre renommée aujourd'hui est intimement liée à vos portraits de Marie-Antoinette. Voyez-vous cela comme une reconnaissance ou une réduction de votre œuvre à une seule figure? Si mes pinceaux ont capté tant de visages, si mes toiles sont peuplées de reines, de princesses, d'aristocrates et de beautés du grand monde, il est vrai qu'aucun autre portrait ne porte en lui une charge aussi émouvante que ceux de Marie-Antoinette. Mais cela ne m'attriste pas. Car si elle demeure, alors moi aussi je demeure. Ses traits, tels que je les ai saisis, traversent les siècles et continuent d'émouvoir ceux qui les regardent. Et n'est-ce pas là, après tout, le but de l'art? Vous avez traversé les plus grands bouleversements de l'histoire, connu la gloire, l'exil, la reconnaissance et l'oubli partiel. Aujourd'hui, à l'heure où votre vie touche à sa fin, que retenez-vous de ce long voyage? Ce que je retiens, c'est l'éclat d'une vie consacrée à la beauté. J'ai vu des mondes s'effondrer, j'ai vu des empires naître et disparaître, mais à travers tout cela, mon art est resté ma boussole, mon refuge. J'ai peint la lumière, j'ai cherché à saisir ce qui, dans un sourire, un regard, une posture, défiait le temps. Et si mes toiles sont encore regardées aujourd'hui, si l'on cherche encore dans mes portraits l'ombre d'un passé révolu, alors je puis m'endormir en paix. Le 30 mai 1842, dans ma maison de la rue Saint-Lazare, je refermerai mes paupières pour la dernière fois. Mais à Louvciennes, là où tant de souvenirs m'attachent encore à la terre, on déposera ma dépouille. Et sur ma tombe, simplement, seront sculptés une palette et des pinceaux. C'est tout ce que je laisse. Mais c'est tout ce que j'ai été. Tant que l'on regardera mes toiles, tant qu'un souffle d'admiration effleurera les traits d'une reine peinte de ma main, je ne serai pas tout à fait disparue. Ainsi s'achève le long et fascinant voyage d'Élisabeth Vigée-Lebrun, une femme qui, au fil des siècles et des bouleversements, n'a jamais cessé de faire rayonner son art et son époque.
De la cour scintillante de Versailles aux exils contraints dans les grandes capitales européennes, elle a traversé les révolutions, les changements de régime et les destins brisés, mais toujours avec cette élégance et cette passion inaltérable pour la beauté et la lumière. Elle fut bien plus qu'une portraitiste. Elle fut une témoin, une conteuse du passé, immortalisant non seulement des visages, mais des âmes, des instants volés à l'histoire. Peindre fut sa mission, son refuge, son langage, et à travers ses toiles, elle laissa une empreinte indélébile de ce monde disparu, celui des reines, des salons raffinés, des artistes et des intellectuels qui faisaient vibrer l'Europe des Lumières. Mais plus encore que sa carrière brillante, c'est son regard sur la vie qui demeure. Celui d'une femme qui, malgré les épreuves, sut toujours trouver de la grandeur dans la douleur, de la joie dans l'échange et du sublime dans chaque détail du réel. Attachée jusqu'à son dernier souffle à la mémoire de Marie-Antoinette, elle comprit que son nom et celui de la reine étaient à jamais liés, et qu'à travers ses portraits, elle ne mourrait jamais tout à fait. En 1842, dans la sérénité de son âge avancé, elle s'éteignit doucement, laissant derrière elle bien plus qu'une œuvre, un témoignage vivant d'un siècle révolu, un héritage d'élégance et d'émotion qui continue, encore aujourd'hui, à nous émouvoir. Car tant que l'on posera un regard sur ces toiles, tant que l'on percevra, dans ces visages fixés par son pinceau, l'éclat d'une époque disparue, Élisabeth Vigée-Lebrun vivra toujours.